Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Après donc les grands cours classiques sur la morphologie du système nerveux central, c'est-à-dire la moelle spinale, l'encéphale et les enveloppes, les méninges, je vous ai dit, nous allons voir deux points, on peut appeler de détail, mais qui sont importants en pratique et notamment en neurochirurgie. Nous avons vu d'une part cet aspect de morphologie de l'hypophyse, de la loge hypophysaire et du sinus caverneux, avec son contenu, notamment l'artère carotide intracaverneuse. Et maintenant, nous allons voir un aspect également classique, qui est le trajet intracrânien des nerfs crâniens. Je vous rappelle que nous avons vu ces nerfs crâniens avec une vue du tronc. Lorsque nous avons étudié la morphologie du tronc cérébral, nous allons reprendre ici une moitié droite, avec le sillon bulbo-pontique. Puis nous trouvons l'élargissement qui caractérise la moelle allongée ou bulbe. Et je vous rappelle que la limite inférieure du tronc cérébral, et donc la jonction avec la moelle spinale, est par définition le niveau du bord supérieur de C1, atlas, ou de l'émergence du premier filet radiculaire du nerf spinal. Donc ici, jonction tronc cérébral, moelle spinale. Nous trouvons le sillon ou fissure médiane antérieure, vers le haut, la région du foramen cecum, puis c'est le sillon antéro-latéral, et latéralement, nous trouvons ce relief caractéristique qu'on appelle l'olive, par comparaison de forme, donc ellipsoïde à grand axe vertical, avec un sillon rétro-olivaire. Puis c'est au-dessus la naissance du pédoncule cérébelleux moyen. Nous allons trouver ensuite vers le haut le sillon ponto-mésencéphalique, qui est moins aigu, moins marqué que le sillon bulbo-pontique, et c'est la prolongation vers l'arrière par le pédoncule cérébelleux moyen qui s'engage dans le cervelet. La limite est théorique, c'est l'émergence du nerf 5 trijumeau que nous reverrons dans un instant. Nous pouvons rajouter ici la décussation des pyramides, même si ce n'est pas très important pour le sujet d'aujourd'hui. Ici, le sillon basilaire, et nous trouvons sur les côtés la pyramide du pont, avec des fibres qui sont transversales, ces fibres qui passent en pont sur les fibres descendantes, notamment du système corticospinal et pyramidal. Puis nous allons trouver vers le haut la poursuite par les pédoncules cérébraux. Ici, pédoncule cérébral, on représente une moitié droite. Pédoncule cérébral qui va nous mener en avant à la région du tractus optique et du chiasma optique. Voici ici le tractus optique. Et puis nous trouvons vers l'avant le chiasma optique et les nerfs optiques qui vont s'engager dans les canaux optiques. Nous avons ici le bord latéral du mésencéphale, c'est le bord latéral du pédoncule cérébral. Pédoncule cérébral ici que nous retrouvons, qui s'écarte progressivement vers le dehors, l'avant et le haut. Et nous retrouvons ici, on le voit en général assez bien en enlevant l'apimère, nous voyons l'aspect longitudinal des fibres que l'on retrouve aussi plus bas dans la moelle. Et nous sommes là dans la fosse optopédonculaire où nous avons les corps mammillaires, droit et gauche, qui sont donc des reliefs liés à des noyaux hypothalamiques, noyaux des corps mammillaires. Puis nous trouvons ici le tubaire, la tige de l'hypophyse, et cette hypophyse donc, que nous avons étudiée dans un cours spécifique. Sur les côtés, la substance perforée latérale. Donc si nous remettons rapidement en place ces nerfs, nous avons effectivement le deuxième nerf crânien, ici, nerf optique, mais nous l'avons dit, on en redira un tout petit mot dans un instant, ce n'est pas un vrai nerf. Un nerf est du système nerveux périphérique. Or là, il s'agit bien d'une prolongation du système nerveux central, comme le montre l'embryologie et aussi l'histologie. J'en redirai un mot dans un instant. Donc voici ici le nerf 1, le nerf 2, pardon, le nerf optique que je mets ici en blanc parce qu'il appartient au système nerveux central. Nerf optique, chiasma optique, tractus optique. Et juste vers l'avant, sur les côtés, nous trouvons les racines ici du nerf olfactif, première paire de nerfs crâniens, avec les deux racines olfactives latérales et médiales qui viennent limiter la substance perforée antérieure. Et ce nerf 1, nerf olfactif, n'est pas un vrai nerf, comme on l'a dit, c'est une prolongation du système nerveux central et qui est le vestige de ce lobe olfactif extrêmement développé chez des vertébrés
entre guillemets primitifs, on va dire en tout cas chez des vertébrés macrosmatiques. Donc ici, ce sont des faux nerfs crâniens et en pratique, il n'y a donc que 10 paires de nerfs crâniens. Nous allons donc voir le trajet intracrânien, c'est-à-dire le trajet entre l'origine apparente. Je vous rappelle que l'origine réelle, on l'étudie avec la systématisation, avec les voies, avec la neurophysiologie. L'origine réelle se fait en profondeur dans les noyaux correspondant des nerfs crâniens, et l'origine apparente, c'est l'émergence à la surface du tronc cérébral. Et le trajet va être relativement court pour gagner les différents orifices de la base du crâne. Ce n'est pas ici un cours sur la base du crâne, nous l'avons fait par ailleurs avec la tête, l'ostéologie du crâne en détail. C'est là uniquement le passage des nerfs. Donc ce passage des nerfs intracrâniens sera bien sûr directement accessible à la neurochirurgie, dont c'est l'un des objets, notamment l'angle pontocérébelleux. Nous allons trouver, donc marquant la limite entre ici la région donc, du pont et du pédoncule cérébral, nous trouvons l'émergence du nerf trijumeau, ici, que nous reprendrons, nerf trijumeau 5, qui est volumineux, avec la racine sensitive et la racine motrice, le nerf 5, qui viendra se diriger vers l'avant, comme nous le reverrons. Jonction entre le pont et le pédoncule cérébelleux moyen. Plus vers le haut, nous allons trouver le nerf 3, qui lui nerf oculomoteur, va rejoindre la région de la fissure orbitaire supérieure, et je vais volontairement mettre en couleurs différentes les nerfs qui vont vers une même orientation. Donc le 5 ira vers l'avant, vers une région qu'on appelle le cavum trigéminal, que nous reverrons sous la petite aile du sphénoïde, et nous pouvons mettre ici en bleu, c'est un code, on peut utiliser les couleurs que l'on veut, nous allons mettre ici en bleu eh bien, le nerf 3, oculomoteur, qui naît dans la fosse optopédonculaire, au niveau du bord médial du pédoncule cérébral, et qui va venir se diriger vers l'avant pour rejoindre la paroi latérale du sinus caverneux et ensuite la fissure orbitaire supérieure et la cavité orbitaire, où nous l'avons étudié avec la région donc orbitaire et les différents nerfs de la région. Voici ici ce nerf oculomoteur, le nerf 3, qui va donc se diriger vers la paroi latérale du sinus caverneux et vers la fissure orbitaire supérieure, anciennement fente sphénoïdale. Le nerf 4 a la particularité, il est très fin, est un nerf moteur pur, et a la particularité, c'est le seul de naître à la face postérieure du tronc cérébral, et plus particulièrement du mésencéphale, et il vient contourner ici le mésencéphale. Il est relativement donc fin et va également se diriger vers l'avant, paroi du sinus caverneux, paroi latérale du sinus caverneux, où nous le retrouverons, et ensuite fissure orbitaire supérieure. Nerf 4, nerf trochléaire, donc pour le muscle oblique supérieur de l'œil. Toujours dans ces nerfs oculomoteurs qui vont rejoindre la fissure orbitaire supérieure, nous allons trouver le nerf 6, le nerf abducens. Il va naître dans le sillon bulbopontique, proche de la ligne médiane, c'est le plus médian à ce niveau. Voici ici le nerf 6 qui est à peu près à mi-largeur de la pyramide. Voici ici donc l'émergence du nerf 6 qui va également, lui, se diriger vers l'avant pour rejoindre la paroi, donc pour rejoindre le sinus caverneux, il est intracaverneux, le sinus caverneux et la fissure orbitaire supérieure et rejoindre la cavité orbitaire où nous l'avions étudié par ailleurs. Donc ici le 3, ici le 4 nerf trochléaire, ici le 6 nerf abducens. 6. Et puis, donc, nous voyons là que nous avons 3 nerfs qui auront eux-mêmes des branches, qui vont se diriger vers la fissure orbitaire supérieure. Nous les avons mis en bleu. Donc ici, ce sont les nerfs qui vont vers la fissure orbitaire supérieure, en bleu. Fissure orbitaire supérieure, anciennement fente sphénoïdale. Puis nous allons trouver ensuite le nerf 7, le nerf facial, avec le nerf 7 bis, qu'on appelle le nerf intermédiaire, ou nerf de Vriesberg, intermédiaire de Vriesberg. Ils peuvent être séparés ou au contraire fusionnés, et dans ce cas, ils forment le nerf intermédio-facial.
Ils vont naître 7 et 7 bis en dehors du 6, donc du sillon bulbopontique, et vont venir se diriger latéralement pour rejoindre le méa acoustique interne. Et je vais les mettre ici en violet. Méa acoustique interne. Donc nous avons le 7, ici, 7, qui se dirige latéralement, 7, et le 7 bis. 7 et 7 bis, ici, qui naissent donc du sillon bulbopontique en dehors du 6, 7, nerf facial, 7 bis, nerf intermédiaire de Vriesberg, qui sont parfois fusionnés pour former le nerf intermédio-facial. Ici, nous avons le 7 et le 7 bis intermédiaire. Puis, nous arrivons ici dans la région de l'angle pontocérébelleux proprement dit, c'est-à-dire à la partie toute latérale du sillon bulbopontique. Et là, nous avons le nerf vestibulo-cochléaire. Il naît par deux racines. Il y a un nerf vestibulaire et un nerf cochléaire. On va le représenter ici dans son ensemble. C'est un volumineux nerf qui va également se diriger latéralement pour rejoindre le méa acoustique interne comme le nerf facial. Voici ici le nerf vestibulo-cochléaire. Ils sont séparés. Il y a le nerf vestibulaire d'une part, le nerf cochléaire d'autre part. On peut ici montrer la séparation. Donc ici, c'est le nerf 8, huitième paire de nerfs crâniens, nerf vestibulo-cochléaire, sachant qu'il y a bien deux nerfs vestibulaires et cochléaires. Et ici, en violet, nous avons donc des nerfs qui viennent rejoindre le méa acoustique interne. On l'appelait autrefois aussi le conduit auditif interne, méa acoustique interne, anciennement conduit auditif interne, CAI, et aujourd'hui méa acoustique interne. Puis nous allons trouver les nerfs suivants qui seront le 9, le nerf glossopharyngien, je vais le mettre en vert clair, le 9, nerf glossopharyngien qui va naître du cordon latéral dans la région rétro-olivaire et va se diriger vers le dehors et vers le bas pour rejoindre le foramen jugulaire, comme nous le reverrons un peu plus en détail. Voici ici, sous le 8, nerf vestibulo-cochléaire, nous trouvons le 9, qui vient ici aller rejoindre la région latérale et inférieure, donc relativement fin, le 9, avec plusieurs petits filets d'origine, nerf 9, vestibulo-cochléaire. Je vais le mettre ici en vert. Nerf 9, vestibulo-cochléaire, nerf glossopharyngien, nerf 9, ici, qui vient donc rejoindre la région du foramen jugulaire. Puis nous allons trouver le nerf vague qui naît également de plusieurs radicules, et qui va également rejoindre cette région du foramen jugulaire que nous reverrons de façon plus agrandie dans un instant. Ici, le nerf 10, vous savez, qui est donc un contingent parasympathique, nerf 10, nerf vague. Puis, en dessous, nous allons trouver le nerf 11, le nerf spinal qui va naître d'une part, comme nous l'avons dit, avec l'étude du tronc cérébral, qui va naître d'une racine crânienne, encéphalique, donc qui naît du tronc cérébral, et d'autre part, pour des raisons embryologiques, qui va naître d'une racine spinale qui remonte de la moine cervicale depuis C5, C5, C4, C3, C2, C1, qui passe par le foramen magnum et qui rejoint la racine crânienne. Voici ici ce nerf 11, qui va également rejoindre le foramen jugulaire, nerf 11, avec la racine crânienne et la racine spinale qui a passé par le foramen magnum pour rejoindre la racine crânienne. Ici donc le nerf 11 ou nerf spinal qui est un nerf moteur pur et notamment, vous le savez, le trapèze et le sternocléidomastoïdien. Ici le 11, nerf spinal. Et enfin, il nous reste le 12 que nous mettrons en rose. Et ce nerf 12
va lui naître en avant de l'olive, dans le sillon antérolatéral. C'est un homologue finalement d'un nerf spinal, le sillon antérolatéral de la moelle plus bas. Et nous trouvons ici les différents filets de ce nerf 12, nerf hypoglosse, qui va venir sortir du crâne par le canal du nerf hypoglosse qui est sur la paroi antérolatérale du foramen magnum. Ici, donc, le nerf 12, nerf hypoglosse. Donc, voici ces différents nerfs avec un code couleur qui est ici juste utilisé pour ce schéma et qui montre les différents éléments de sortie. Donc, pour ce qui est ici en vert, le 9, 10, 11, c'est le foramen jugulaire. Et pour ce qui est en rose, c'est le canal de l'hypoglosse. Donc, voici pour ces éléments, c'est à la fois un rappel, mais c'est aussi une façon de voir les différentes directions. Nous allons faire un autre rappel qui sera une vue très simple et relativement petite ici, de la base du crâne, juste pour replacer les différents éléments que nous connaissons. Nous allons ici représenter cette base du crâne que nous avons étudiée en détail avec 2 heures d'ostéologie, et nous pouvons ici en placer les contours. Contour de la partie antérieure vers le haut, à la partie postérieure ici vers le bas. Nous pouvons mettre l'épaisseur de la voûte crânienne, os plat, ici donc avec la table externe entre une couche de tissu spongieux qu'on appelle à ce niveau le diploé, et puis la table interne. Voici ici ces éléments du contour. Nous allons pouvoir mettre, qui est ce volumineux orifice que l'on voit sur la base du crâne et qui est placé sous la base dans l'espèce humaine, contrairement aux autres primates qui ne sont pas bipèdes. Voici ici ce volumineux foramen magnum, qu'on appelait aussi le trou occipital, qui est à la base du crâne et qui est entouré par à la fois l'occipital et en avant le sphénoïde. Donc vers l'avant, nous allons trouver la région de la selle turcique que nous avons évoquée, avec la partie antérieure de la selle qui nous mène au processus clinoïde antérieur, puis c'est la petite aile du sphénoïde qui va se prolonger par la crête ici sur la paroi latérale du crâne. Petite aile du sphénoïde, on simplifie beaucoup les éléments, ce sont les repères importants. En avant de ce trait, du bord postérieur de la petite aile du sphénoïde, c'est l'étage antérieur, donc fosse crânienne antérieure, dans laquelle, donc, qui est la plus haute, puis fosse crânienne moyenne, puis fosse crânienne postérieure, dans laquelle nous trouvons de chaque côté de la ligne médiane, ici, la région de la lame criblée de l'ethmoïde, avec donc plein de petits orifices pour les filets nerveux olfactifs, et au milieu, nous trouvons le processus Christagalli, la crête de Koch. Nous trouvons ensuite, encore une fois de façon très simplifiée, nous trouvons ici le dorsum sellae avec les tubercules clinoïdes postérieurs, et nous sommes là dans la selle turcique, et ce dorsum sellae nous mène au clivus avec les bords latéraux ici, qui s'oriente vers l'arrière et le dehors et qui marque la séparation entre, d'une part, sphénoïde et occipital et d'autre part, os temporal. Ceci, vers l'arrière, va nous mener à la région du sillon, du sinus transverse, la région du pressoir d'érophile, c'est-à-dire le confluent des sinus, et puis le sillon du sinus longitudinal supérieur. Voici ici ces éléments osseux que l'on voit. Nous allons pouvoir placer également le bord supérieur du rocher ou partie pétreuse de l'os temporal qui part ici obliquement vers le dehors, puis ici la jonction, le bord antérieur du rocher. Voici pour ces éléments de repère confère l'ostéologie. Nous allons placer la tente du cervelet d'un côté, ici, tente du cervelet qui viendra délimiter par sa petite circonférence l'orifice ou incisure de la tente et que nous aurons coupé ici sur sa moitié
droite et nous conservons la moitié gauche. Voici ici cette insertion de la tente qui va venir se placer et donc avec des fibres qui sont d'aspect relativement spiralé, qui vient limiter la fosse cérébrale postérieure qui est sous la tente, infratentorielle, et la fosse cérébrale moyenne qui est au-dessus, et qui est donc au-dessus de la tente du cervelet et en arrière du bord postérieur, ici de la petite aile. Donc, sur la moitié droite, nous avons ouvert la tente du cervelet que nous avons étudiée par ailleurs avec les méninges crâniennes. Donc, voici ici ces éléments. Et nous pouvons maintenant placer les différents repères d'orifices de sortie. Nous allons donc avoir ici la lame criblée l'ethmoïde, ce seront les filets olfactifs qui naissent du bulbe olfactif, c'est la partie nerveuse vraie, une vingtaine. Puis nous trouvons ici la région du canal optique sur les parties latérales du jugum qui va rejoindre la cavité orbitaire avec le nerf 2, le nerf optique. Puis nous allons trouver sous le bord postérieur de la petite aile, et on triche ici un petit peu, nous allons trouver la fissure orbitaire supérieure, nous ferons un agrandi, et anciennement fente sphénoïdale. Puis nous allons trouver le foramen rond, qui appartient donc à la base du sphénoïde, foramen rond, et le foramen ovale. En arrière du foramen ovale et dehors, le foramen épineux tout petit. Nous allons voir sur le versant, ici, c'est la pyramide pétreuse, donc avec deux pans, un qui descend vers le bas, fosse cérébrale moyenne, un qui descend vers le bas et l'arrière, et sur ce versant postérieur, nous allons trouver la région du méa auditif interne, puis nous allons trouver la région du foramen jugulaire, qui est orienté vers le bas, mais aussi latéralement. Et enfin, nous allons trouver ici la région du canal de l'hypoglosse à la partie antérolatérale du foramen magnum. Donc voilà ces différents éléments que nous allons pouvoir reprendre sur une vue plus agrandie. Nous pouvons également, on va également ici faire deux petits schémas pour parler du nerf 1 et du nerf 2. Nerf 1, nerf olfactif. Eh bien, pour le nerf 1, je vous rappelle donc que ce nerf olfactif, c'est en fait un tractus olfactif. Nous représentons ici une sorte de coupe sagittale, antéro-postérieure. Nous allons trouver le tractus olfactif et à son extrémité, nous trouvons le bulbe olfactif. Donc ici, l'avant est vers la droite, le haut, et ce nerf olfactif, tractus olfactif, est donc intracrânien. C'est ici du système nerveux central, c'est un lobe cérébral atrophié. Nous sommes là dans une région qui est recouverte de pimères, je ne rentre pas dans tous les détails, et en dessous, nous allons trouver la lame criblée de l'ethmoïde. Lame criblée de l'ethmoïde, c'est ici la paroi inférieure du crâne, donc base du crâne, et c'est ici la région de la lame criblée de l'ethmoïde. L'ensemble est tapissé par de la pimère, c'est une jonction pimère-périoste ici, et donc perforée au niveau de la lame criblée, et du bulbe olfactif vont naître une vingtaine de filets qui sont les filets olfactifs et qui arrivent donc au niveau du toit des fosses nasales. Ici, comme c'est une coupe, bien sûr, nous n'en voyons pas les 20, nous n'en voyons qu'une partie. Toit des fosses nasales pour innerver la région olfactive. Et ces filets sont accompagnés jusqu'au niveau de la lame criblée par un petit prolongement d'urmérien. Donc voici ici ces filets du nerf olfactif. Si l'on regarde le nerf optique, eh bien, une petite précision aussi pour dire qu'il est effectivement... Donc juste peut-être pour rappeler, malgré tout, si l'on mettait ici la région pimérienne, nous sommes là donc dans un filet qui baigne
dans le liquide cérébrospinal que je mets ici autour. Hein. Donc il y a du liquide cérébrospinal et la dure-mère s'arrête ici au pourtour des filets et donc ne laisse pas passer le liquide cérébrospinal. La dure-mère vient fusionner avec le périnèvre des filets ici olfactifs. Filets olfactifs. Pour le nerf 2, le nerf optique, ce ne sera pas à la même échelle, mais pour montrer que ce nerf est accompagné par une gaine dure-mérienne et donc par du liquide synovial, par du liquide cérébrospinal jusqu'au niveau du pôle postérieur du globe oculaire ou bulbe oculaire. Nous allons trouver ici le nerf optique, donc prolongation du système nerveux central, nerf optique, qui va venir se terminer au pôle postérieur du globe oculaire, que je symbolise ici avec la région de la cornée en avant. Donc voici le globe oculaire, pôle postérieur, et ici donc ces contours très schématiques de la région du globe oculaire. Nous trouvons ici donc ce nerf optique qui va être entouré par une gaine dure-mérienne. Donc nous allons trouver ici cette gaine dure-mérienne qui viendra entourer l'ensemble jusqu'au pôle postérieur de l'œil. Et ceci montre bien qu'il s'agit de système nerveux central, puisque nous aurons autour du nerf du liquide cérébrospinal qui se prolonge jusqu'au pôle postérieur, mais également l'histologie nous montre qu'il s'agit bien là de système nerveux central. Et cette gaine dure-mérienne avec le liquide cérébrospinal passe en arrière ici par le canal optique, donc canal optique, donc partie osseuse, ce qui fait que, comme il y a ce liquide, bien sûr en IRM, on aura un signal différent qui permettra de rehausser le nerf. Et si l'on fait une coupe de cet ensemble, nous voyons donc la gaine dure-mérienne du nerf optique, puis nous trouvons le nerf optique, et nous trouvons donc autour un peu de liquide cérébrospinal qui se prolonge, bien sûr, avec le liquide cérébrospinal de la cavité crânienne, liquide cérébrospinal. Voici pour ce 1 et ce 2, encore une fois, qui ne sont pas des vrais nerfs, juste pour rappeler ce trajet, ensuite canal optique et région donc orbitaire. Nous allons maintenant passer au vrai nerf crânien, il y en a 10, et pour cela, nous allons faire un agrandi de cette vue depuis la selle turcique jusqu'au foramen magnum. Donc, nous allons pouvoir placer ici, sur cette vue, la région du jugum sphénoïdal avec les processus clinoïdes antérieurs, puis ce sera la prolongation vers la petite aile du sphénoïde. Voici ici le jugum, voici ici le processus clinoïde antérieur de forme variable et le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde qui va remonter sur la paroi latérale du crâne. Nous trouvons vers l'avant, ici, donc si l'on met la ligne médiane, nous trouvons vers l'avant la région, ici, des lames criblées de l'ethmoïde dont nous venons de parler, ici, et au milieu, la crête Christagalli. Nous ne reviendrons pas dessus. Puis nous allons trouver le bord postérieur de la selle turcique, qui est ici formé par le dorsum sellae, le dos de la selle, avec les processus clinoïdes postérieurs, et nous trouvons la jonction, c'est le bord latéral, ici, du clivus, qui est oblique vers le bas et vers l'arrière et le dehors. Voici ici les bords du clivus. Nous trouvons en arrière, ici au bas du clivus, nous allons trouver le foramen magnum, qui a une forme variable suivant les gens, en général plus resserré vers l'avant et plus ouvert vers l'arrière, mais qui peut être quadrangulaire ou au contraire plus circulaire. Ici donc le foramen magnum. Cette région du clivus, c'est la fusion entre du sphénoïde et le basis occipital avec une synchondrose que nous avons vue lors des coupes. Sur les côtés,
Nous allons pouvoir placer ici, on triche un petit peu, mais nous allons pouvoir placer la fissure orbitaire supérieure ici qui est plus large à sa partie médiale et qui vient s'effiler. Nous allons pouvoir placer également ici l'apex de la partie pétreuse de l'os temporal avec le bord supérieur ici, bord supérieur de l'os pétreux, pyramide pétreuse. Ici, nous sommes donc dans la jonction entre le temporal et la région du clivus. Puis nous trouvons le deuxième pan de cette pyramide pétreuse avec ici un bord qui est également oblique vers l'arrière et le dehors. Sur le pan postérieur qui vient descendre vers le bas, nous allons trouver ici le méa acoustique interne. Méa acoustique interne que voici. Puis, vers l'avant, en avant de la pyramide pétreuse, nous allons trouver le foramen ovale, ici, ovale comme son nom l'indique, assez large, et en avant, sous la fente sphénoïdale, en avant du foramen ovale, nous trouvons le foramen rond. Nous le représentons ici, mais en fait, ce foramen, il se dirige vers l'avant. On ne peut pas le voir sur une vue supérieure, il faut le regarder de l'arrière, ou alors au contraire sur une incidence antéro-postérieure du crâne, comme on le faisait autrefois en radiographie. Nous pouvons placer ici le foramen épineux. Et puis, nous aurons enfin la région ici dans la jonction entre le temporal et l'occipital. Nous aurons la région du foramen jugulaire qui est effilé en avant, puis qui s'élargit en arrière. Foramen jugulaire qui est caché en partie, qui va se diriger latéralement. Et pour terminer, nous aurons ici la région du canal de l'hypoglosse, donc canal de l'hypoglosse, sur la partie antérolatérale du foramen magnum. Donc ici, nous sommes dans le foramen magnum. Nous pourrions éventuellement montrer ce qui est plein et ce qui est creux, mais cela va se remplir progressivement. Alors, nous pouvons placer tout d'abord ici le nerf optique qui vient s'engager ici dans le canal optique qui est ici. Voici le nerf optique que je représente en blanc puisqu'il ne s'agit pas d'un vrai nerf crânien, nerf optique qui vient du chiasma optique et donc ici le nerf 2, nerf optique. Puis, nous allons pouvoir étudier les éléments qui vont passer dans la fissure orbitaire supérieure. Et donc, nous l'avons vu, ça va être le 3, le 4 et le 6. Je vais reprendre une couleur jaune classique ici pour les nerfs. Donc, ces nerfs vont venir s'engager dans la paroi supérieure de la tente de l'hypophyse ou diaphragme cellaire que je représente ici. Voici la fosse hypophysaire au niveau de la selle turcique et nous trouvons là ce que nous avions vu en coupe, c'est-à-dire ce plafond du sinus caverneux qu'on appelle tente cellaire ou diaphragme cellaire ou tente de l'hypophyse et que je maintiens ici entièrement intact et que nous l'avons enlevé du côté droit. Donc ici, le diaphragme cellaire avec l'orifice pour la tige de l'hypophyse. Ceci nous mène au bord latéral de cette tente, c'est-à-dire nous sommes là à présent sur la paroi supérieure du sinus caverneux, qui est latérale, confère donc le cours spécifique, nous referons une toute petite vue de rappel. Voici la paroi supérieure du sinus caverneux. Et puis, nous voyons partir vers le bas et le dehors la paroi latérale du sinus caverneux qui est légèrement donc pentue, oblique vers le bas et le dehors. Je referai une toute petite coupe dans un instant. Voici donc ici la région du sinus caverneux qui est latérale par rapport à la loge cellaire. De ce côté, nous avons ouvert les éléments. Puis, nous avons bien sûr l'ensemble ici qui est tapissé de durmère. Donc, c'est la durmère de la base du crâne ici. Et il y a une autre prolongation de cette durmère que l'on vient ici trouver sur le côté. Et cette prolongation, c'est le toit du cavum trigéminal ou tente
du cavum trigéminal qui vient former un repli qui viendra cacher en partie des éléments du nerf trijumeau et que nous avons ici coupé en partie. Et l'ensemble ici se prolonge par la dure mère de la fosse cérébrale moyenne, lobe frontal, lobe temporal et sous la tente, cervelet et tronc cérébral. Donc nous allons trouver ici, venant s'engager dans la paroi latérale, et nous referons un petit schéma, nous allons trouver le 4, nerf trochléaire, nous allons trouver le 3, nerf oculomoteur, qui viendront se diviser et donc qui vont aller rejoindre, et ici je représente les choses très schématiquement pour l'instant, qui vont aller rejoindre la région de la fissure orbitaire supérieure. C'est ici le 3 et le 4, et nous en ferons une vue plus détaillée dans un instant. Nous allons trouver également le nerf 6, qui viendra arriver dans la paroi postérieure du sinus caverneux et qui viendra cheminer en intracaverneux, comme nous l'avions dit. Donc ici, nous avons le 3 et le 4. 3 et 4. Nous avons ici le 6. Et pareil, qui va venir donc se diriger vers la fissure orbitaire supérieure. Nous pouvons compléter cela par le rappel de la coupe que nous avions faite, coupe du sinus caverneux frontal, avec ici donc la fosse de la selle turcique, les parois latérales du corps du sphénoïde, qui est creusée par les sinus sphénoïdaux droit et gauche, séparés par une cloison qui est plus ou moins symétrique. Puis au-dessus, nous avons donc la loge hypophysaire avec la tente que nous venons de représenter coupée sur sa moitié droite, perforée par l'orifice par lequel passe la tige, ici la paroi latérale de la loge hypophysaire, et donc, pour mémoire, ici, nous avons la tige et nous avons la glande pituitaire ou hypophyse que nous avons étudiée donc, dans un cours spécifique. Et sur les côtés, je vous rappelle, nous avons ici le périoste et dure mère accolée qui tapissent la base du crâne. C'est ce que j'ai donc représenté ici par ces petits points. Là, partout, vous avez dure mère qui tapisse la base du crâne, accolée au périoste. Et nous avons dans cette coupe ici le plafond du sinus caverneux, que j'ai représenté là. Et puis nous avons la paroi latérale du sinus caverneux. C'est un dédoublement de la dure mère, comme nous l'avons dit, par définition, c'est sinus. Et dans ce sinus caverneux, nous trouvons, nous l'avons dit, eh bien, la carotide interne, c'est la portion intracaverneuse, qui est placée dans un lac veineux. Et à l'intérieur du sinus, nous trouvons le nerf 6. Oui, on va le mettre ici, on va conserver du jaune peut-être pour ce qui est topographique. Ce sera peut-être plus lisible. Et on mettra juste des codes couleurs pour un petit schéma après. Donc nous avons ici le nerf 6 qui est intracaverneux et qui est donc placé dans ces lacs veineux. Et je vous rappelle que dans la paroi latérale, donc dédoublement de la dure mère, nous avons le 3, divisé en général en deux branches, le 4 et le 5.1 et 5.2. Donc 3, 4, je ne détaille pas les divisions, tout dépend du niveau de coupe. Puis nous avons ici le 3, nous avons ici le 4, nous avons le 5.1 et nous avons le 5.2, confère la vue que nous avions faite. Et ceci est dans un dédoublement de la paroi du sinus caverneux, donc de la dure mère. Voici ici donc ces éléments pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire sur les trajets. Donc les nerfs ici s'engagent dans la paroi supérieure, nous allons le revoir, et vont rejoindre la fissure orbitaire supérieure. Nous allons pouvoir faire cela sur un petit schéma, c'est une vue classique, une vue latérale, donc du sinus caverneux, donc ici coupe frontale. Nous allons faire une vue latérale qui nous présentera ceci, cette paroi latérale, comme schématiquement rectangulaire, avec donc cette paroi latérale qui est fibreuse, qui descend vers le bas
et le dehors, ici, du sinus caverneux. C'est cette paroi que nous dessinons. Donc, on va remplir cela avec du vert. Voici cette paroi latérale, donc fibreuse. Et dans la paroi latérale vont cheminer les branches du 3, du 4, du 5. Et le 6 sera en intracaverneux. Donc ici, c'est une vue latérale de la paroi latérale du sinus caverneux. Et nous avons l'avant qui est à droite. Nous allons voir arriver dans la région le nerf 4, ici, que je vais représenter en jaune. Donc le nerf 4 qui rentre par le haut de la paroi latérale et qui va ici cheminer dans la paroi latérale. Puis nous allons trouver les branches du nerf 3 oculomoteur. On va le représenter en bleu. Donc ce sera ici ce nerf 3 qui rentre par la paroi postérieure et qui va abandonner un nerf, donc ici le 3, qui va abandonner une branche supérieure et une branche inférieure. Et enfin, nous aurons le 5 trijumeau, donc ici le 2, le 4, nerf trochléaire, et le 5 que nous allons représenter en violet, qui arrive à la partie basse ici, qui est volumineux et dont nous allons reparler dans un instant. Donc voici ici l'arrivée du 5. Nous avons enfin le 6 qui lui arrive par la paroi postérieure et sera ici en pointillé puisqu'il va cheminer dans la région de la paroi latérale comme nous l'avons vu. Donc ici le 5. Si nous représentons ce nerf 5, eh bien, il naît ici, nous l'avons dit, de la jonction entre le pont et le pédoncule cérébelleux moyen, et il a la particularité de présenter un ganglion qu'on appelle le ganglion trigéminal. Ganglion trigéminal qui est placé dans la région du cavum, et nous trouvons ici ce ganglion qui est donc un renflement du nerf 5, qui naît ici donc du tronc cérébral. Voici ici ce nerf 5, c'est la racine sensitive du 5, avec ici le ganglion trigéminal. Et de ce ganglion trigéminal qui était aussi appelé le ganglion de Scarpa, on l'emploie encore parfois ce terme, ganglion de Scarpa, vont naître les 3 branches du nerf trijumeau, d'où eh bien, ce nom de trijumeau, 3 branches, c'est-à-dire que nous allons trouver le 5-1, nerf ophtalmique, qui viendra rentrer dans la paroi latérale du sinus caverneux, donc 5-1. Ce 5-1 viendra rapidement se diviser en 3 filets, dont nous reparlerons dans un instant. 5-1, c'est-à-dire nous allons trouver le nerf lacrymal, le nerf frontal et le nerf nasociliaire, 5-1. Puis nous allons trouver le 5-2 qui va rejoindre le foramen rond, 5-2 qui rejoint le foramen rond, et donc foramen qui est orienté vers l'avant, 5-2. Et enfin, nous trouvons le 5-3, nerf mandibulaire, qui va ici passer par le foramen rond. Donc voilà ce 5 sensitif, 5-1, 5-2, 5-3, et le passage donc du 5-1 avec 3 branches dans la paroi latérale du sinus caverneux, le 5-2, nerf maxillaire, qui rejoint le foramen rond et donc la région faciale, et le 5-3 ici, volumineux, qui rejoint la région mandibulaire. Donc ici, 5-1, 5-2, 5-3. Nous avons également la racine motrice du nerf 5, qui est ici d'abord placée en dedans, racine motrice du nerf 5, et qui va passer dessous, je le mets ici en pointillé, sous le ganglion trigéminal, et la branche motrice vient s'unir avec
le 5-3, nerf mandibulaire, qui est donc la seule partie motrice du nerf trijumeau. Donc ici, le 5, nerf trijumeau, avec 5-1, 5-2, 5-3. Nous avons ici donc ces éléments, nous avons l'ensemble pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau de la paroi latérale du sinus caverneux. Donc nous avons ici l'entrée du 4, du 3, du 6, et nous avons ici le 5 qui est avec son ganglion trigéminal. Je mets un autre code couleur pour que nous puissions suivre les éléments dans la paroi. Et ce 5 va donner ici, sur cette vue latérale, le 5-1 qui va se diviser en 3 branches et le 5-2 qui lui sera satellite du bord inférieur de la paroi du sinus caverneux. Voici ici ce 5-2, paroi inférieure, le voici, le 5-2 ici, et il va passer par le foramen rond. Donc ici, 5-2, foramen rond. Foramen rond, et il arrive donc dans la région faciale. Ici, le 5-2. Et puis nous trouvons 3 branches du nerf 5-1, c'est-à-dire le nerf nasociliaire. Nous trouvons le nerf frontal, le nerf lacrymal et le nerf nasociliaire, donc qui viennent se répartir dans la paroi latérale. Puis nous allons trouver le nerf 3, nerf oculomoteur, qui va donner 2 branches, une branche supérieure et une branche inférieure. Donc tout ceci, bien sûr, ce sont des filets qui sont dans la paroi latérale du sinus caverneux, et suivant le niveau de coupe, eh bien, nous aurons les filets qui seront dédoublés ou pas et qui ressortent vers l'avant pour aller vers la fissure orbitaire supérieure, dont nous reparlerons dans un instant avec une autre vue. Voici donc ces éléments très schématiquement. Voici ici les branches donc, et le 5-3 qui descend vers le bas, vers le foramen rond. Voici ici le ganglion trigéminal, le 5, le ganglion trigéminal et ses 3 branches. Le 5-1, nerf ophtalmique, qui donne nerf frontal, nerf lacrymal, nerf nasal ou nasociliaire. Ensuite, nous avons ici le 3 avec sa branche supérieure et sa branche inférieure. Et puis, nous avons dans le sinus caverneux, que je mets ici donc en pointillé, nous avons le 6, nerf abducens, qui va aussi ressortir par la fissure orbitaire supérieure. Donc voici ce petit schéma pour montrer qu'effectivement, dans une région très petite et très aplatie, une lame fibreuse, nous avons ici le 3, le 4 et le 5-1, 5-2, et à l'intérieur, nous avons ici le 6. C'est ici une vue latérale, schématique de cette paroi du sinus caverneux. Donc, bien sûr, sinus caverneux, on peut y passer beaucoup plus de temps pour rentrer dans une étude détaillée, mais qui serait ici bien sûr, plus spécialisée. C'est ici, donc, la paroi latérale du sinus caverneux. Nous pouvons ensuite rappeler que dans ce sinus caverneux, nous avons le passage de l'artère carotide interne qui vient arriver par le plancher du sinus caverneux et qui va présenter un coude, c'est une des parties du siphon carotidien, et elle entre sur le plancher en arrière et ressort sur le toit en avant, donc avec un coude, avec 2 coudes, pour avoir une portion horizontale intracaverneuse. Voici ici cette artère carotide que nous allons mettre en rouge, qui entre à la partie postérieure ici du sinus caverneux, artère carotide,
interne, et qui vient sortir à la paroi, au niveau de la paroi supérieure, à la partie antérieure. Voici ici cette carotide interne, donc, que nous avons vu sur la coupe, carotide interne ici, qui donc entre le point d'entrée et le point de sortie vient obligatoirement présenter un coude, et donc une portion qui sera intrapétreuse horizontale, et voici ici les pointillés de cette artère carotide interne qui est en intracaverneuse et donc qui va ici présenter une portion horizontale et deux coudes depuis l'entrée jusqu'à la sortie, donc carotide interne intracaverneuse. Voici portion intracaverneuse. Voici pour ce schéma qui est très classique, qui est un petit peu faux, mais qui permet, parce qu'il est très schématique, mais qui permet de comprendre la disposition de ces éléments. Nous pouvons maintenant voir ce qui se passe au niveau de la terminaison, et la terminaison, ce sera au niveau de la fente sphénoïdale. Nous allons ici faire une vue de cette fente qui est donc maintenant appelée fissure orbitaire supérieure, qui est large vers le dedans, médialement, et effilée postérieurement et latéralement. Et au-dessus, ici, nous avons le canal optique. Canal optique dans lequel nous avons donc le 5,2. Pardon, canal optique, nous avons le 2, le nerf optique. Voici ici donc le 2, canal optique. Et ici, la fissure orbitaire supérieure, en vue antérieure, nous avons ce qui est latéral droit ici à gauche et supérieur. Dans cette région, la partie latérale ici est comblée par des éléments fibreux. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit rappel. C'est un peu une synthèse ici. Nous l'avons vu en détail avec l'anatomie de la région orbitaire. Puis, nous allons trouver un anneau fibreux ici postérieur, dans lequel vient s'engager dans une deuxième partie le nerf optique, ici, accompagné de l'artère ophtalmique. Donc voici ici ce premier passage qui vient depuis le canal optique. Puis nous allons trouver eh bien, les différentes branches des nerfs, c'est-à-dire nous allons trouver les trois branches du 5,1, nerf frontal, nerf lacrymal, et nous trouvons le nerf 4, nerfs trochléaires, qui sont donc dans la partie supérolatérale de la fissure orbitaire supérieure, donc nerf frontal, lacrymal et le nerf 4. Puis nous trouvons ici dans cette zone entourée de cet anneau fibreux, nous trouvons le 3 supérieur, branche supérieure du 3, 3 inférieur, branche inférieure du 3. Nous trouvons le 6 latéralement, nerf abducens, et nous trouvons enfin la partie ici inférieure du le 6, et nous trouvons ici la partie donc du nerf nasociliaire. C'est-à-dire que dans cette région, nous avons là le 3 supérieur, nous avons le 3 inférieur, branche inférieure du 3, nous avons le 6 dans ce petit anneau, et médialement, nous avons le nerf nasociliaire qui vient du 5,1. Donc ici, frontal et lacrymal, 5,1. Ici, nerf nasociliaire, aussi 5,1. Nous pouvons ensuite évoquer ce qui se passe ici au niveau du méa acoustique interne, qu'on appelait conduit auditif interne. Et donc, nous allons trouver deux nerfs qui vont entrer. Je ne vais pas insister sur la topographie précise. En fait, il y a même 4 nerfs. Il va y avoir, au niveau du méa acoustique interne, la branche donc cochléaire du 8, nerf cochléaire, la branche vestibulaire, nerf vestibulaire. Nous allons trouver le 7, nerf facial, et le 7 bis, nerf intermédiaire. Ces 4 nerfs viennent former ce qu'on appelle le paquet acoustico-facial. C'est un terme plutôt chirurgical, ce n'est pas un terme de la terminologie anatomique. Le paquet acoustico-facial et paquet acoustico-facial, en fait, il y a aussi bien sûr la partie vestibulaire, donc PAF, et cela forme un cordon nerveux torsadé, donc ce n'est pas extrêmement simple. Nous pouvons ici placer eh bien, ces éléments, c'est-à-dire placer ici le 7 et le 8.
Je ne vais pas entrer dans les détails des 4 éléments et de leur torsade. Le 7 et le 8 ici qui rentrent dans le canal formé par ce méa acoustique interne qui est un canal, donc borgne, avec des petits orifices à sa sortie. Accompagne l'ensemble ici l'artère labyrinthique. Donc, importante, on l'a évoqué avec la vascularisation du tronc cérébral. C'est ici ce paquet acoustico-facial avec le 7. Nous avons le 7 bis, nerf intermédiaire de Vrisberg. Nous avons le 8 qui est le nerf cochléaire. Et nous avons le 8 qui est le nerf vestibulaire. Donc voici ces 4 éléments. La topographie plus détaillée est vraiment spécialisée. Nous avons donc ici ces nerfs, ici 7, 8 et 7 bis, qui viennent latéralement. Le trajet est assez court, transversal, vers le dehors. À ce niveau, donc les nerfs rentrent dans la région du méa acoustique et le nerf 8 est accompagné par une prolongation d'urmérienne. Donc ici, si on est dans une coupe du conduit auditif interne, c'est-à-dire aujourd'hui le méa acoustique interne, nous allons trouver l'entrée du méa ici à gauche. Voici le méa, donc une forme de canal osseux, avec au bout une région borne qui est perforée d'orifices pour le passage des nerfs, des filets nerveux. Donc voici ici cet orifice. On est là sur le côté endocrânien et là, vers la droite, on est sur la partie vers l'oreille interne. Et nous allons trouver les différents nerfs. Je ne vais pas revenir sur les différents nerfs, mais ce que nous pouvons noter, c'est que le 7 va venir avoir une gaine d'urmérienne qui s'arrête très proche du tronc cérébral. Et donc, au niveau du méa auditif interne, nous avons ici du périnèvre. Donc il n'y a plus de liquide là. Alors que pour le 8, eh bien, nous avons quasiment jusqu'à la terminaison, pour le 8 vestibulaire, ici, donc ici vestibulaire, pour le 8 vestibulaire, nous avons au contraire une prolongation d'urmérienne, puis après les différents filets. Nous avons ici une prolongation d'urmérienne qui se fait quasiment jusqu'au fond du méa acoustique. Et nous avons donc ici du liquide cérébrospinal qui accompagne le nerf vestibulaire, branche vestibulaire du 8. Il y a là des phénomènes pathologiques particuliers, notamment au niveau du fond de ce méa acoustique, où nous avons autour du nerf vestibulaire, nous avons ici donc cette gaine d'urmérienne qui vient s'arrêter et qui se poursuit ensuite avec le périnèvre. Et là se développent très fréquemment des tumeurs, qui sont donc des tumeurs parmi les plus fréquentes de l'angle bulbopontique, qui sont ici, ou angle ponto-cérébelleux, qui sont ici ce qu'on appelle les neurinomes de l'acoustique, et qui sont en réalité, d'un point de vue histologique, plutôt ce qu'on pourrait appeler des schwannomes. Donc le neurinome de l'acoustique naît au fond du méa acoustique interne, donc ici en profondeur, donc ici la région se prolonge jusque à la partie terminale, et ici donc nous avons ces neurinomes de l'acoustique. Alors on dit neurinomes de l'acoustique, d'un point de vue histologie, ce sont aussi ce qu'on appelle des schwannomes, mais ce n'est pas la partie acoustique, c'est bien la partie vestibulaire. Donc théoriquement, il faudrait dire un schwannome vestibulaire, mais c'est entré dans les mœurs, neurinome de l'acoustique. Donc un neurinome de l'acoustique, c'est un neurinome du 8, qui commence ici, dans cette partie terminale, autour de la racine vestibulaire, du nerf vestibulaire, et de la jonction donc d'urmère et périnèvre, et qui petit à petit vient se développer pour apparaître en intracrânien, puis gagner toute la région de l'angle ici
pontocérébelleux. Donc on commence au fond du conduit, puis petit à petit, ce neurinome va augmenter. Alors pourquoi on l'appelle le neurinome de l'acoustique? Parce que très souvent, ça va débuter par une hypoacousie, par compression des éléments qui sont voisins. Voici pour cela, pour ces éléments qui passent par le méa acoustique, et nous avons maintenant les éléments qui vont rejoindre le foramen jugulaire. Foramen jugulaire, c'est-à-dire que nous allons trouver ici le 9, le 10 et le 11, 9 glossopharyngien, 10 le vague, 11 le nerf spinal. Là aussi, je ne rentrerai pas obligatoirement complètement dans les détails, on fera juste un petit schéma. Donc, c'est effectivement un orifice de la base, mais qui regarde quand même latéralement, ce qui fait que les nerfs n'ont pas vraiment à descendre, ils partent quasiment transversalement du tronc et descendent légèrement pour rejoindre le foramen jugulaire. Ce foramen jugulaire, je vous rappelle, est un foramen particulier, puisqu'il est situé dans la suture, ou plutôt la fissure entre l'os temporal et l'os occipital. Donc d'un côté c'est le temporal, de l'os occipital, et on poursuit vers l'avant par la région ici de cette fente pétro-occipitale. Donc nous avons une partie, nous l'avons dit, une partie postérieure qui est presque circulaire, et une partie antérieure qui sera effilée. Voici ici une vue, on va dire, classique de ce foramen jugulaire, avec la partie antérieure qui est ici effilée et la partie postérieure qui est au contraire circulaire. Et ceci se prolonge vers l'avant par cette fissure ou cette scissure osseuse entre l'occipital et le temporal en avant et latéralement, occipital en arrière et médialement, et puis ici, c'est la poursuite de cette suture entre la partie pétreuse et la partie occipitale. Donc ici, on est dans du temporal, région pétreuse, et en dedans et en arrière, on est ici dans l'occipital. Donc, nous avons ici l'arrivée du sinus sigmoïde qui poursuit le sinus transverse. Donc nous sommes là dans cette région, je vous rappelle, du confluent des sinus, puis nous sommes là sur le sinus transverse qui va donner le sinus sigmoïde et qui donne naissance ici à la veine jugulaire interne. Donc voici ces éléments que nous avons vus avec la dure-mère, la description de la dure-mère crânienne. Donc, partie terminale ici du sinus sigmoïde qui vient donner ici la veine jugulaire. C'est une vue endocrânienne. Voici ici donc la veine jugulaire, paroi fibreuse à ce niveau-là, veine jugulaire interne qui naît du sinus sigmoïde. Puis nous trouvons classiquement un petit pont fibreux entre des petites épines ici osseuses qui vient séparer la partie vasculaire du foramen jugulaire de la partie nerveuse du foramen jugulaire, et il y a même encore une petite séparation souvent dans la partie nerveuse. Donc ici nous sommes sur le foramen jugulaire, du blanc. Ici, donc, ceci, c'était bien le méa acoustique interne, méa acoustique ou méa auditif interne. Et là, nous sommes sur le foramen jugulaire. Foramen jugulaire. Donc, entre os temporal et os occipital, comme nous l'avons vu avec la description de la base. Et dans cette partie nerveuse, nous voyons passer le 9, nerf glossopharyngien, le 10, nerf vague, et le 11, nerf spinal. Voici ici ces éléments nerveux, 9, 10, 11. 9,
10, 11, nerf glossopharyngien, nerf vague, nerf spinal qui passe ici. Et je vous rappelle, on est là dans quelque chose qui est presque latéral. Il y a besoin de très peu descendre. Nous sommes ici sur le pont. Nous sommes sur le pont, puis nous sommes sur la moelle allongée et les nerfs partent ici directement vers le dehors, légèrement vers le bas. Donc sur cette vue ici, nous aurons la veine jugulaire, poursuite du veine jugulaire interne, poursuite du sinus sigmoïde. Nous avons ici ce petit pont fibreux qui sépare la partie vasculaire de la partie nerveuse. Et puis, nous avons ici les 3 nerfs, 9, 10, 11, qui sont à ce niveau. Et il nous reste donc un seul nerf, la 11e paire, c'est le nerf hypoglosse. Ce nerf hypoglosse naît donc ici du sillon antérolatéral en avant de l'olive, le sillon préolivaire, et vient se diriger presque transversalement vers le dehors, légèrement descendant, pour ici rejoindre le canal de l'hypoglosse, oblique vers l'avant et le dehors. Donc ici, le nerf 12 qui passe dans ce canal de l'hypoglosse et qui termine donc cette description du trajet intracrânien des nerfs crâniens, sachant qu'il y a donc uniquement 10 vraies paires de 2 à 12. Ceci est à la jonction entre la région intracrânienne, neurochirurgie, neuroanatomie, et d'autre part la base du crâne, tournée vers le cou, et donc une chirurgie de type ORL. Ce sont donc là des régions très complexes pour les tumeurs, avec souvent des équipes multidisciplinaires, et bien sûr aussi des régions difficiles à comprendre d'un point de vue tridimensionnel, mais importantes cliniquement. Voilà pour ces quelques éléments très schématiques. On pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin. Je vous remercie pour votre attention.